2 fois 3 jours d'essai, c'est finalement très peu pour apprivoiser probablement l'une des plus grosses révolutions techniques qu'ait connue la Formule 1. Il ne fallait donc pas perdre de temps et apprendre à vitesse grand V car le premier Grand Prix de la saison est déjà là et on part pour l'une des plus longues saisons de l'histoire de la Formule 1. Alors du coup, qu'est-ce que l'on peut retenir de ces tests à Barcelone et à Bahreïn et qu'est-ce que l'on peut attendre des premiers Grands Prix de cette saison? Eh bien, on va tenter de répondre à ces questions, mais comme je vous l'avais dit lors des présentations, on avait beaucoup de questions auxquelles les tests ont apporté, on va dire, un début de réponse pour finalement nous poser encore plus de questions. Partez du principe que lors des tests hivernaux, tout le monde bluffe, tout le monde fait du sandbagging. En fait, le sandbagging, c'est littéralement mettre des sacs de sable sur la voiture pour cacher sa véritable performance. Alors non, les équipes ne mettent pas littéralement des sacs ou même du plomb pour alourdir la voiture exprès, mais les équipes font rouler les voitures avec plus d'essence que nécessaire et souvent font en sorte que le moteur ne délivre pas toute la puissance. Hamilton qui plafonne à 270 km/h en bout de ligne droite à Bahreïn, non. Se baser uniquement sur les temps autour va donc fausser l'idée que l'on se fait des véritables performances des voitures, mais heureusement, on a d'autres éléments sur lesquels s'appuyer pour tenter d'y voir un petit peu plus clair et qui se situe où. Assez simplement, on peut se baser sur les on-board pour voir comment le pilote s'en sort avec la voiture. Généralement, quand le pilote fait très peu de corrections au volant, on est sur une voiture stable où l'on va dire que la voiture est facile à piloter, qu'elle répond bien à ce que le pilote demande en termes de commandes, accélération, frein, angle de volant, etc., etc. Si l'arrière est plutôt instable, on va voir un pilote mettre pas mal de corrections et avoir du mal à corriger les glissements du train arrière. Et si l'avant sous-vire, on va voir un pilote qui inscrit la voiture dans le virage, mais malgré l'angle du volant pour tourner, eh bien la voiture va avoir tendance à aller un petit peu tout droit. Dans les deux cas, avoir du mal à contrôler du sous-virage et du sur-virage vous handicape d'un point de vue performance. On veut une voiture qui soit à la fois incisive dans une entrée de virage, où on peut jeter la voiture, et à la fois avec un arrière stable. Et on veut aussi que la voiture tourne dans tous les virages facilement aussi, pas qu'elle aille tout droit on va dire, donc sous virage. On veut trouver en fait finalement un bon équilibre. Et si on voulait avoir encore un peu plus d'impression pour voir comment une voiture se comporte, le mieux c'est d'être en bord de piste, mais ça, très peu ont cette chance malheureusement. Bon alors du coup vous allez me poser la question concrètement, qu'est-ce que les équipes ont fait pour ces tests hivernaux? Alors on pourrait, encore plus cette année d'ailleurs, diviser en 3 grosses étapes le boulot à faire pour les équipes en ce début de saison. Du fait d'une toute nouvelle réglementation aérodynamique, tout le monde est parti d'une feuille blanche et donc le premier boulot c'est de faire la corrélation entre ce que l'on a fait à l'usine et le résultat en piste dans la vie réelle. On va donc chercher à voir si les résultats et les calculs qu'on a fait en soufflerie pour dessiner et construire la voiture sur les ordinateurs, etc. pendant un an se retrouvent bien dans la réalité. Ce boulot est super important pour le reste de l'année. Alors du coup, si on a un problème de corrélation, que l'on ne retrouve pas, on va dire, sur la piste les mêmes comportements aéros que dans la soufflerie, soit on n'a pas bien bossé, soit on a un problème de mesure entre l'usine et la piste, et ça peut être beaucoup de paramètres à vérifier. Bref, grosso modo, on a un problème dans le processus qui fausse le travail entre l'usine et la piste. Du coup, eh bien, on doit résoudre ce problème, sinon tout ce que l'on va faire derrière n'aura a priori pas le résultat que l'on veut, où il sera faussé et donc on va pas avoir la performance que l'on veut, etc. On sera un petit peu paumé sur ce que l'on fait. Si une équipe a un problème de corrélation, dites-vous que c'est comme si vous aviez révisé pour un contrôle de français et que le jour J, c'est un contrôle de maths qu'on vous donne. Donc c'est pas super top. Donc à Barcelone, quasiment toutes les équipes n'ont fait que de la corrélation pour valider et voir si tout ce que l'on a fait à l'usine se retrouve bien sur la piste. Et dans la réalité, a priori, aucune équipe ne souffre de problème de corrélation, donc on va pas avoir une voiture qui est à 4 secondes de tout le monde, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le deuxième boulot, c'est qu'une fois qu'on est sûr que l'on a bien fait notre travail à l'usine et que ça se retrouve bien sur la piste, faut maintenant apprendre la voiture et comprendre ce qu'elle fait. Là, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. On peut avoir des voitures qui, une fois qu'elles touchent la piste, sont vraiment bien nées. On comprend assez facilement leur comportement. Et du coup, on sait pourquoi on a du sous-virage, pourquoi on a du sur-virage, si on manque d'appui aéro, etc. Et si on doit ajuster des réglages, on y arrive entre guillemets assez facilement. Alors par exemple, c'est le cas de Ferrari et de McLaren sur l'ensemble des essais hivernaux. Assez rapidement, en fait, ces deux équipes ont compris comment leur voiture fonctionnait et pouvaient assez facilement passer à l'étape d'après. Red Bull a l'air d'avoir franchi cette étape assez facilement au final, pendant surtout les essais à Bahreïn avec des nouvelles améliorations. Alors du coup, c'est un petit peu moins le cas des autres équipes. Certaines ont mis plus de temps que d'autres à apprivoiser leur nouvelle création, à comprendre leur comportement et pourquoi la voiture réagissait de telle ou de telle manière. Et je dirais que Mercedes cherche encore à comprendre quelques spécificités du comportement de leur voiture. Cela étant dit, vous n'avez pas besoin de comprendre à 100% votre voiture, mais au moins cela vous permet finalement d'être plus précis et ça vous simplifie grandement la vie pour passer à l'étape d'après,
la recherche de performance et l'amélioration de la voiture. Et c'est ce travail que les équipes vont continuer de faire tout au long de la saison, car on n'atteint jamais la performance parfaite, évidemment. Quoi qu'il arrive, toutes les équipes ont fait de la recherche de performance. Là, ça passe par comprendre la fenêtre de fonctionnement de la voiture, de comment la rendre rapide, quel réglage fait qu'on améliore le comportement pour aller plus vite, quel réglage permet au pilote finalement de positionner la voiture dans sa fenêtre de fonctionnement parfaite, on va dire, etc. etc. Alors du coup, là-dessus, Ferrari, Red Bull et je dirais même McLaren ont l'air d'être assez au point et assez avancés dans ce travail par rapport aux autres. Mercedes doit pas être très loin non plus, mais ils ont encore pas mal de boulot pour comprendre parfaitement leur voiture et donc être super efficaces sur la recherche de performance. Alors évidemment, les autres équipes ont bossé aussi sur la recherche de performance, mais un peu comme à l'image de Mercedes, ils ont encore du boulot pour parfaitement comprendre leur voiture et comprendre comment en extraire du coup toute la performance. En parlant de ça, justement, l'innovation des No Side Pods a fait pas mal de débats sur la légalité du dispositif de Mercedes. J'avoue que j'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi ça a autant fait parler sur la légalité de leur ponton. J'ai envie plutôt de vous poser la question à l'envers, pourquoi? Eh bien ça ne serait pas légal. À vous de me dire dans les commentaires. En fait, finalement, le débat se situe plutôt sur les rétroviseurs et leur rôle primaire d'être plutôt des éléments aérodynamiques que de servir à voir ce qu'il se passe derrière. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos, mais retenez que pour le moment, tout semble assez légal chez Mercedes. Est-ce que ce sera efficace? Ça, c'est une autre question. Dans l'ensemble, cette nouvelle réglementation oblige les voitures à être réglées de manière très rigide. C'est pour que l'on ait une voiture la plus à plat possible pour maximiser l'appui avec l'air qui passe sous la voiture dans les tunnels Venturi, etc. Alors, avoir un réglage rigide, en fait, rend la voiture généralement assez vive. Donc le pilote doit être encore plus précis dans son pilotage. Un réglage rigide fait que la voiture va moins absorber les aspérités de la piste, les bosses ou les vibreurs, etc. C'est moins confortable pour le pilote et cela peut diminuer finalement le niveau de confiance, on va dire, que le pilote a dans la voiture pour la piloter à la limite. Alors cette rigidité se matérialise très bien aussi sur le freinage en appui du virage 10. Il est un petit peu en descente, donc la roue avant gauche se décharge pas mal et du coup les blocages sont assez fréquents. Cela pousse les pilotes à prendre une trajectoire parfois un petit peu plus différente ou à freiner différemment de ce qu'ils faisaient jusqu'à présent et avec les anciennes voitures. L'Aston Martin est particulièrement rigide, ça saute aux yeux visuellement, mais Vettel et Stroll réussissent tout de même à la piloter de manière assez rapide. Ils arrivent à emmener la voiture dans cette fenêtre entre guillemets de réglage où la voiture finalement performe. Les comportements des F1 de 2022 sont assez intéressants car tout le monde souffre ou a souffert, on va dire, des mêmes phénomènes. Les voitures sous-virent beaucoup à partir du milieu de virage, elles ont tendance à pas mal glisser, on va dire, en sortie. En revanche, par des réglages, la voiture s'inscrit assez facilement dans les virages. Alors du coup, deux raisons globales à ça. Premièrement, on a moins d'appui aérodynamique globalement que les années précédentes. Donc en virage lent et sur des réaccélérations en appui, les voitures sont moins collées au sol, donc il faut que les pilotes s'adaptent un petit peu plus. On a vu un Charles Leclerc qui avait le pied quand même très lourd sur l'accélérateur et qui nous a gratifié de très belles glisses. Mais bon, si ça glisse, c'est pas rapide. La deuxième raison, c'est que le point d'appui le plus important sur la voiture est situé un petit peu plus vers l'arrière de la voiture. On a finalement assez peu d'appui qui est généré sur l'avant, peu d'appui à l'avant, peu de charge sur les pneus avant, peu d'adhérence et donc cela provoque du sous-virage, surtout sur des virages à faible et moyenne vitesse. Alors McLaren a beaucoup bossé sur les améliorations, on va dire, de ce problème en récoltant le plus de données possible sur le comportement du train avant de la voiture. On voyait un Lando Norris mettre des gros coups de volant pour provoquer volontairement du sous-virage et voir comment la voiture et l'aéro se comportaient en conséquence. Alors oui, on a toujours du marsouinage sur les voitures, globalement moins, mais on a vu Russell, Hamilton, Gasly, Alonso même se faire trimballer assez sévèrement. Les boss de la piste de Bahreïn n'ont pas vraiment spécialement aidé non plus. Alors la majorité des équipes ont le phénomène, on va dire, sous contrôle. On devrait voir ces rebonds sur les premières courses de la saison, mais je pense qu'au fur et à mesure du développement des voitures, on va le voir de moins en moins souvent. De là à ne plus le voir du tout avant la fin de la saison, je saurais pas vous dire. La grande majorité des équipes ont fait des simulations de Grand Prix, donc les pilotes ont pu faire un retour sur les nouveaux pneus Pirelli de 18 pouces. Une assez grosse dégradation des pneus dans l'ensemble, surtout sur les composés tendres. Il y a toujours un problème de surchauffe des pneus, mais c'est bien plus simple de faire revenir le pneu dans la bonne fenêtre de température pour pouvoir passer à l'attaque, défendre, etc. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Alors du coup, il y a quand même une très grosse différence de performance et même de comportement entre le pneu C3, le médium, et le pneu C2, le premier pneu dur. On parle d'une seconde d'écart de performance qui est assez énorme. Et dès que les équipes prenaient le pneu dur, sous-virage total, alors qu'avec les pneus médiums, ou les composés plus tendres d'ailleurs, tout rentrait directement dans l'ordre. On a vu notamment une Williams qui devait probablement rouler avec le plein, je pense, d'essence, galérer comme jamais avec des pneus C1, donc les pneus les plus durs de la gamme.
Mario Isola, donc le PDG de Pirelli pour la F1, disait que l'on allait partir sur une stratégie à 2 arrêts pour le premier Grand Prix de la saison. Mais bon, c'est encore à prendre avec des pincettes quand même. Pour terminer, la vraie question à laquelle on a tout de même eu un début de réponse, et ce pourquoi on a une toute nouvelle réglementation, c'est est-ce que les voitures se suivent mieux que les années précédentes? Et la réponse est plutôt un oui assez optimiste. Hamilton et Gasly, parmi plein d'autres, se sont suivis très correctement. Le défenseur a l'air d'avoir bien plus de facilité à contre-attaquer et à pouvoir croiser, décroiser proprement sans se faire violenter par le sillage turbulent de la voiture avec laquelle il se bat. Et surtout, dans les virages rapides, on voit des voitures qui ne souffrent pas spécialement de sous-virages énormes où la voiture ne pouvait absolument pas tourner, mais juste d'un certain manque d'appui, on va dire, donc une voiture plutôt glissante. Alors du coup, comme ça se suit plus facilement, l'aspiration est moins puissante et le DRS aussi. Cela permet d'avoir des longues lignes droites où le dépassement au DRS en pleine ligne droite devrait être plus compliqué et où on devrait plutôt voir finalement des attaques au freinage, donc ça c'est plutôt bien. Alors même si les voitures sont toutes plus lourdes et on parle de 50 kg au moins en plus par rapport à l'année dernière, on a une impression que les pilotes peuvent un petit peu plus jouer avec leur voiture pour la placer, on va dire, pour attaquer ou pour défendre. Donc là aussi, on a gagné peut-être un petit peu en maniabilité. La manière de freiner a aussi changé. On passe sur un freinage en triangle, c'est-à-dire qu'on va taper très fort dans les freins tout de suite, mais pendant une période un petit peu plus courte, pour avoir très peu de pression sur le frein au moment de tourner, voire quasiment pas par rapport à avant, où c'était plutôt une forme, on va dire, de plateau, vous savez, où on se servait du frein jusqu'au point de corde pour pouvoir faire tourner la voiture. Alors comme l'appui aéro est bien plus fonction, on va dire, de la vitesse, à faible vitesse, les roues sont moins chargées, donc moins d'adhérence, donc plus de chances de bloquer les roues. Le temps de freinage a l'air d'être un petit peu plus raccourci finalement, mais j'avoue que j'ai du mal encore à saisir le véritable impact que ça va avoir sur les batailles en piste. Dans tous les cas, on va dire que les pilotes vont devoir s'y adapter, ça c'est sûr. Certains vont y arriver plus vite que d'autres, donc on verra comment ça se passe. On aura enfin la réponse de qui a la voiture la plus performante sur un tour samedi en qualif, et on aura une réponse de savoir qui gère le mieux sa voiture en course le dimanche. À partir de là, eh bien tout va évoluer tout au long de la saison. Ça risque d'être très intéressant.